L'art à l'écoute. L'art à l'écoute, ce sont de brèves incursions dans l'histoire de l'art, proposées par des mots et des arts, histoire de voir ou de revoir quelques grandes œuvres. Aujourd'hui, nous parlons du peintre Claude Monet. Chef de file des impressionnistes, peintre des nymphéas qu'il réalise dans son merveilleux jardin de Giverny, Monet est un artiste majeur de la seconde moitié du XIXe siècle. Renouvelant l'art de son temps, il fait scandale avant de connaître le succès de son vivant, tout en ouvrant la voie aux révolutions du XXe siècle. Claude Monet est né à Paris le 14 novembre 1840, mais c'est au Havre qu'il passe toute son enfance. Pas très doué pour les études, aux grandes dames de son père, il sauve sa scolarité grâce à ses excellentes notes en cours de dessin. Adolescent, il se met à réaliser de remarquables portraits-charges, c'est-à-dire des caricatures, ce qui lui vaudra autant d'ennemis que d'admirateurs. Le jeune Monet envisage une carrière d'artiste. Ses parents ne sont pas très emballés, mais Claude a le soutien de sa tante, Marie-Jeanne Lecadre, elle-même peintre amateur. Elle finance le premier voyage de son neveu à Paris en 1859, où il se forme à l'Académie suisse et rencontre Camille Pissarro. Mais en 1861, Monet doit partir pour faire son service militaire. Ses parents lui proposent de payer l'exonération de 2500 francs s'il renonce à devenir peintre. Monet refuse et part donc en Algérie, dans le premier régiment des chasseurs d'Afrique, le 29 avril 1861. Au bout d'un an, sa tante lui fait une autre offre. Elle lui paye l'exonération des dernières années de service militaire s'il rentre pour se former sérieusement à la peinture, en suivant les cours de l'Académie. Tout juste remis d'une fièvre typhoïde, Monet trouve la proposition très raisonnable et il s'empresse de l'accepter. Ainsi intègre-t-il en 1862 l'école impériale des beaux-arts de Paris. Impériale ? Eh oui, nous sommes maintenant sous le règne de Napoléon III. C'est dans cette école prestigieuse que Monet rencontre Renoir, Sisley et Basille. Mais les jeunes gens ne s'entendent guère avec leur maître, Charles Gleyre, qui défend un art antiquisant et idéalisé. Ils décident alors de quitter l'école tous ensemble. Enfin libre, Monet se met en quête d'une modernité qui lui sera propre, et pour cela, il faut affronter ses aînés. Au printemps 1865, il commence la composition d'une immense toile de plus de 4 mètres par 6, le Déjeuner sur l'herbe. Il s'agit bien sûr de répondre à Manet, qui a fait scandale 2 ans plus tôt au Salon des Refusés, avec une œuvre portant le même titre. Mais Monet fait montre d'une modernité plus sage, plus de nudité scandaleuse. Ses personnages sont des bourgeois, profitant tranquillement d'une belle journée pour faire un pique-nique. Le génie en maturation de Monet s'exprime dans le rendu de la lumière naturelle qui perce au travers des feuillages. Pourtant, peu avant le salon de 1866, il se décourage et choisit de n'exposer qu'un portrait, celui de sa compagne, Camille, en robe verte. Sorte de publicité pour dire aux visiteurs « Voyez comme les tissus sont beaux, comme le modèle est bien mis en valeur, n'hésitez pas à me contacter ». Car, à l'époque, ce sont surtout les portraits qui permettent aux peintres de gagner leur vie. Mais si Monet reçoit quelques commandes, comme le portrait de Madame Louis-Joachim Gaudibert, il se rend vite compte que le paysage l'intéresse bien plus que la figure. Longtemps délaissé en France, le paysage est un genre pictural en pleine ascension. L'influence des peintres anglais comme William Turner, les découvertes scientifiques comme celle du mélange optique révélé par Eugène Chevreul, ou encore l'invention pratique du tube de peinture et du chevalet pliable permettant de peindre dehors sont autant d'éléments qui invitent les artistes à repenser la peinture de paysage et même à en faire le cœur de la modernité. Parmi ces nouveaux paysagistes se trouve Eugène Boudin, un artiste talentueux dont Monet dira « Si je suis devenu peintre, c'est à Eugène Boudin que je le dois ». En effet, alors qu'il n'est encore qu'un jeune caricaturiste, ses dessins sont vendus au Havre aux côtés de toiles de Boudin. L'artiste, trouvant le jeune dessinateur plein de talent, l'encourage à peindre et le soutient dans ses ambitions parisiennes. Dès 1864, on voit Monet réaliser des paysages normands où, comme chez Boudin, la touche est relâchée et les personnages ne sont que des figurants dans une œuvre où le ciel, la mer et la lumière du jour sont les protagonistes. Alors Monet comprend. Ce qui le passionne, ce qu'il cherche, c'est la variation lumineuse, fragile, fugace, cette lumière instable du monde extérieur que l'on ne peut pas réaliser entre les murs d'un atelier. L'eau devient dès lors l'élément favori de Monet pour sa capacité à refléter la lumière et parfois à la diffracter de telle manière que toutes les couleurs sortent du blanc. Il se fabrique même un bateau-atelier afin de peindre ses compositions entourées de lumière directement sur l'eau.
Durant l'été 1869, il peint avec son ami Renoir au bal de la Grenouillère, une petite guinguette sur les bords de Seine qui connaît alors un grand succès. Ensemble, ils mettent au point le principe des ombres colorées. Cela signifie qu'au lieu de modeler leur volume par des tons gris, ils rendent les ombres par des bleus et des violets, qui offrent un rendu beaucoup plus naturel et lumineux. Cette impression de lumière du jour, qu'ils mettent alors au point, marque les débuts de ce que l'on va bientôt appeler l'impressionnisme. Mais si Monet progresse sur le chemin de la modernité, il ne parvient plus à exposer au salon, où les membres du jury rejettent une peinture d'où le dessin est absent, et où la couche picturale fait une pâte si épaisse que les traces du pinceau sont visibles. Tout comme lui, ses amis peinent à trouver des collectionneurs. En 1874, le célèbre photographe Nadar permet à ces jeunes artistes d'exposer chez lui afin qu'ils puissent montrer ce dont ils sont capables. À cette occasion, Monet envoie parmi plusieurs toiles Impression soleil levant. Installé au balcon de sa chambre d'hôtel, face au port du Havre, Monet a peint cette marine à la fin de l'hiver 1872. La touche très déliée donne l'impression d'un paysage à peine esquissé. Le peintre sait bien qu'avec cette toile, on est loin d'une traditionnelle vue du port du Havre. Ici, on reconnaît à peine le lieu qui a servi de modèle à l'artiste. C'est autre chose que Monet a voulu montrer. Alors, lorsqu'on lui demande le titre de l'œuvre pour le catalogue de l'exposition, il répond « Mettez impression ». Impression. Cela fera bondir le critique Louis Leroy, qui écrit dans le Charivari, un journal satirique, « Impression ? Je me doutais qu'il y avait de l'impression là-dedans puisque je suis impressionné. » Et il intitule son article « L'exposition des impressionnistes ». Le nom est posé, et bien que satirique, il correspond au travail de Monet. Ce que Louis Leroy et la plupart des autres critiques n'ont pas compris, c'est le sens à donner à ce mot. En représentant le lever de soleil sur le port du Havre, Monet n'a pas cherché à représenter la réalité. Ce qu'il a voulu montrer, c'est une impression optique. En cette seconde moitié du XIXe siècle, la science est venue confirmer l'intuition des peintres coloristes. L'œil n'est pas un organe neutre. Il perçoit au contraire la réalité extérieure de façon subjective. Il réagit aux stimuli visuels. Ainsi, lorsque vous regardez un lever de soleil, votre œil va être ébloui par le disque orangé, flamboyant. Et par contraste, tout le reste semblera flou et gris-bleu. L'impression de Monet ne relève pas du sentiment, mais de l'impression visuelle, optique. Et en cela, il est un précurseur de ce que l'on appellera l'op art ou art cinétique, un siècle plus tard. La prise de conscience de l'importance de l'action de l'œil encourage Monet à composer ses toiles de touches divisées. Il faut que le spectateur soit à la bonne distance du tableau pour que son œil s'active, mélange les touches et que l'image, enfin, apparaisse. Malheureusement pour lui, nombre de critiques ne prendront pas la peine de reculer de quelques pas et qualifieront ces tableaux de racleurs de palettes et de barbouillis dignes d'un enfant mettant des couleurs sur une toile pour la première fois. Qu'importe. Monet cherche toujours à aller plus loin. C'est les limites de la capacité de l'œil qui l'intéressent. Ce moment où l'on est presque aveuglé. Un lever de soleil dans la brume ou un paysage de neige en Norvège. Neige poudreuse, neige glacée, ciel blanc. Monet cherche à peindre aux extrémités du champ visuel. Par rapport à ses premiers paysages d'hiver, l'image se délite et se concentre sur l'essentiel. Et l'eau, encore et toujours, est au cœur de ce défi quotidien. Entre reflets et transparence, gelée ou liquide, l'eau sublime et mêle les éléments qu'elle côtoie. Ainsi Monet écrit-il un jour « Je repris encore des choses impossibles à faire. De l'eau avec de l'herbe qui ondule dans le fond. C'est admirable à voir, mais c'est à rendre fou de vouloir faire ça. » À la fin des années 1880, grâce à la pugnacité du galeriste Paul Durand-Ruel, les impressionnistes connaissent enfin le succès. Monet, qui s'était installé à Giverny en 1883 dans une petite ferme dont il ne pouvait pas toujours payer le loyer, est maintenant surnommé le millionnaire de Giverny. De toutes parts, on vient voir le maître et l'on admire ses œuvres qui coûtent désormais très cher. Mais Monet ne se satisfait pas d'avoir trouvé un système qui marche. Toujours en quête, il tâtonne, amenant la pratique picturale dans des zones encore inexplorées. C'est ainsi qu'en 1890, il entame son premier travail en série, les meules de foin. En l'espace de quelques mois, il réalise 25 versions de ces meules, modifiant les cadrages et les points de vue, mais surtout mettant en scène l'évolution de la lumière au fil des saisons et des changements météorologiques. Plus que jamais, Monet cherche à rendre la lumière du plein air, cette lumière qui éclaire le monde à l'extérieur de l'atelier, cette lumière impossible à capter car elle change tout le temps. Le soleil décline si vite que je ne peux le suivre. Je deviens d'une lenteur à travailler qui me désespère, écrit-il un jour à l'un de ses amis.
Un an plus tard, il commence une nouvelle série, face à la cathédrale de Rouen. Entre 1892 et 1894, l'artiste réalise 40 variations autour de cet édifice gothique. Lumière, point de vue, saison, météo. Une fois encore, Monet montre combien la nature est elle-même suffisamment changeante pour que le peintre n'ait pas besoin de modifier son sujet. On retrouve là le principe de la vision optique subjective. D'un côté, il y a la cathédrale qui est un élément immuable, et d'un autre côté, il y a la façon dont nous allons la percevoir, selon la lumière, la saison, etc. Bien entendu, la façon dont nous la percevons va aussi se mêler au ressenti face à l'édifice. La cathédrale vous semblera menaçante un jour d'orage, et superbe par un beau soleil, plus grande, plus petite, plus écrasante, plus légère, selon les conditions dans lesquelles vous la verrez. C'est donc la subjectivité de la vision instantanée que Monet tend à mettre en scène dans son travail en série. Et désormais, c'est une des façons de travailler qui le satisfait le plus. De 1900 à 1904, il réalise une série londonienne autour des vues du Parlement. La lumière vaporeuse évoque Turner, dont Monet a toujours admiré les œuvres. Le peintre paraît alors de plus en plus enclin à laisser son sujet disparaître, à le fondre dans la masse colorée, ce qui laisse perplexe une partie de la critique. Cette dissolution du sujet, c'est à Giverny, dans son jardin, que Monet va l'effectuer de la façon la plus expérimentale et la plus poussée. Contrairement aux paysagistes qui trouvent un bel endroit, s'installent et peignent leur composition, Monet, lui, a composé directement dans la nature, en créant de toutes pièces le motif qui l'occupera pendant les 30 dernières années de sa vie. Il fait creuser l'étang, construire le pont japonais, fait venir des fleurs du monde entier, bref, se fabrique un jardin japonisant en fleurs de mars à novembre, un lieu idéal pour peindre les variations de la nature, saison après saison, les reflets de la lumière dans l'eau, les ondulations, la fugacité de l'instant. Avec près de 250 toiles, la série des nymphéas représente les nénuphars sur l'étang de Giverny. Mais entre ce qui se reflète dans l'eau, ce qui est sur l'eau et ce qui est en dessous de la surface, le sujet de départ se perd souvent, nous laissant émerveillés face à une composition colorée dont on ne comprend pas toujours le sens, mais que l'on ne peut qu'admirer. Les avant-gardes du XXe siècle ne s'y sont pas trompés. Monet a ouvert la voie, et dès les années 1910-1915, le sujet disparaîtra des toiles de Kandinsky, de Mondrian, de Malevich ou de Kupka, ouvrant l'ère de l'abstraction qui triomphera après 1945. Pour aller plus loin, vous pouvez consulter les catalogues des expositions du musée Marmottan-Monet qui possède le plus grand fonds de peinture de Monet au monde. Ainsi, Peindre l'impossible, Impression soleil levant, Les impressionnistes en privé ou encore Monet collectionneur sont autant d'expositions qui ont donné lieu à des catalogues très complets. Et il y a bien évidemment la grande rétrospective Monet au Grand Palais en 2010, dont le catalogue est aussi une source passionnante. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et à mettre vos commentaires. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne pour recevoir nos actualités. À bientôt!